Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de ma vision Bitcoin à un peu plus long terme, c'est-à-dire à horizon 1 ou 2 ans. Puisque ça m'a été demandé dans les commentaires, donc je m'exécute avec grand plaisir. Et puis, on va parler également de tout ce qui est stats du chômage et des bas de marché sur le S&P 500. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir que ça va être assez intéressant de comparer les deux, etc. On a pas mal de news en ce moment sur le marché de l'emploi. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre ici les jonctions, les tenants, les aboutissants, la corrélation qu'il peut y avoir entre le chômage et les marchés financiers. On est ici sur le Bitcoin face au dollar. On n'est pas sur la chart habituelle, on est plutôt sur l'index, c'est-à-dire quelque chose où on a une antériorité de prix beaucoup plus importante. Ce que je voulais vous montrer, c'est des grosses phases de range comme celle dans laquelle on est actuellement, suite à une forte baisse de prix. Donc j'en ai trouvé 3 dans les lieux précédents, dans les anciennes charts. Vous voyez qu'on en a une ici qui est autour de 2015, une demi-année où on traîne un petit peu où on traîne sur ce support des $200. On est ici également sur cette partie qui est plutôt autour de novembre 2018, dans laquelle on tient ce support pendant assez longtemps des $6000. Tout le monde croyait d'ailleurs que ce support ne serait jamais perdu. Et puis on est également ici sur là où on est plutôt en train de fighter contre une résistance aux $4000. Vous voyez qu'on n'arrive pas à la passer, on dessine une sorte de triangle. Donc ici, on a un triangle descendant, ici on a un triangle ascendant. Dans quel scénario on est là actuellement? Pour moi, c'est aucun des trois, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir que ici on a des structures qui sont, on a quasi une symétrie parfaite, une homothétie, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ici, on a ce scénario où finalement on tient un support pendant assez longtemps, et finalement on le perd. On vient juste faire un spring sous le plus bas précédent. Hein. Si je vous le montre là ici, vous voyez qu'on a vraiment ici un spring juste en dessous et ensuite on repart très fortement, donc intéressant. Ça pourrait être aussi une forme de structure qui pourrait se développer ici, mais pour moi sur la structure globale ici, et j'en ai déjà suffisamment parlé pour la chaîne pour pas faire 1 heure là-dessus, mais globalement on est dans ce biseau, donc on est sur une 1, 2, 3, potentiellement 4 ici et une 5 qui pour moi devrait se terminer autour des $12000, en tout cas dans cette zone des 12 à 14. Donc voilà, pour moi on est vraiment toujours dans cette structure là. Néanmoins on s'attendrait ici à ce que cette 4 se fasse potentiellement en flat, donc ça c'est pour le court terme, hein. Je réitère ici mon décompte, mes possibilités qui me disent que potentiellement on pourrait ici revenir aux $25000. Et puis ensuite, qu'est-ce que pourrait nous donner le prix? Il nous donnerait cette fameuse 5 en 3 vagues, hein, puisqu'on a eu que des vagues de 3 jusque là, donc ceci ressemble fortement à une ending diagonale, et en l'occurrence ici on aurait plutôt ce genre d'action de prix, c'est-à-dire une vague de 3 pour descendre. On peut tout à fait s'arrêter en double bottom exactement comme ça avait été le cas en 2013-2014, hein. Certains d'ailleurs voient beaucoup de similitudes entre le dip de 2013-2014 et celui qu'on a actuellement. En tout cas, voilà ce que je vois, mais en tout cas, déjà pour les 6 prochains mois, c'est plus ou moins mon décompte. Si quelque chose s'invalide sur la route, à ce moment-là, je changerai de décompte, ou j'essaierai d'avoir une vision différente, mais c'est plus ou moins des choses que je regarde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement ici, vous le voyez, toucher ce point-là autour du 10 mars, vers le début 2023. Hein. Donc pour moi, on aurait une bonne fin d'année et un mauvais début d'année 2023. Et puis ensuite, ici, trouver un dip, c'est là effectivement qu'on a le vrai pivot de la Fed pour moi qui va s'initier. Là pour le moment on est que sur ce qu'on appelle des bear market rally, hein, c'est-à-dire que des choses où les gens se disent que peut-être il va se passer ça, peut-être ceci, peut-être cela, etc. Mais ça ressemblerait plutôt à ça pour moi. Et puis ensuite on trouverait ce fameux dip ici, et puis ensuite on pourrait s'extirper vers le haut. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris alors déjà un biseau comme ceci là. Comment vous calculez la target d'un biseau comme ça? Et bien tout simplement vous prenez la longueur totale de la figure, c'est-à-dire c'est ce que j'ai fait ici, la longueur totale que nous on a évalué comme étant potentiellement à 12000, et ici potentiellement au point de cassure. Alors comment déterminer le point de cassure? Moi j'ai pris tout simplement la pente
vente du précédent bull run que j'ai reporté ici au point. Donc il n'y a rien de mathématique dans tout ça, c'est vraiment de l'intuitif, c'est vraiment tiré par les cheveux, vous le comprenez. Mais en gros, ça nous donne déjà une première target autour des 97 000 pour Bitcoin à la cassure de ce biseau. Donc on ne sait pas à quel endroit ce biseau va être cassé, peut-être qu'il le sera par ici, peut-être qu'il le sera plus loin, mais globalement, si on prend ici ce point-là comme étant de la cassure, on se dit que 100 000 $, 98 000, juste avant 100 000, un joli chiffre rond, juste avant on s'écrase alors que tout le monde dit qu'on va le péter. Ça peut être intéressant ici d'avoir déjà TP une partie de vos gains. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, en structure un peu plus long terme, pour moi on a des bonnes chances de venir faire une troisième touche ici à cette droite là, et vous voyez que ça nous donnerait plus ou moins ce rapport ici de 1 pour 1 dans cette vague, qui pour moi n'est pas une vague de 3, mais en tout cas voilà, le 100% ici est vraiment jouable, donc voilà, tout à fait propre également. Ensuite la troisième chose qu'on pourrait dire, c'est que en général moi j'aime bien les 1.618 comme étant des points d'extension intéressants, et vous comprenez que des 4.236 etc. sur Bitcoin en tout cas on en touchera probablement plus jamais, au sens où au plus la market cap augmente, au plus le Bitcoin devrait théoriquement se stabiliser, être de moins en moins volatile. Et là, en l'occurrence, ça nous donnerait ici une target pour moi autour des 192 000 $. J'ai une toute dernière target à 240 000. Voilà, pour moi, pour la prochaine vague, c'est tout à fait ça que je mets en termes de target, en tout cas sur Bitcoin. Donc, 100 000 dans un premier temps, 180 je dirais dans un deuxième, et 240 dans un troisième sont mes trois targets prochaines. Si jamais, encore une fois, on va aux 12 000 et si jamais le plan continue de se réaliser ici comme c'est prévu au niveau du biseau. Si jamais c'est pas le cas, déjà c'est très difficile de faire des plans vraiment à plusieurs mois d'avance. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est bien d'en avoir, mais je suis vraiment pas convaincu qu'il ne faut pas de temps en temps les réviser, les regarder, voilà, etc. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, à long terme, je suis haussier sur Bitcoin, mais après un passage éventuel par les 12 à 14 000 $. Et pour le moment, c'est ce que je vois sur le volume profile. Si vous n'utilisez pas le volume profile, eh bien, ça fait partie, je crois, du TradingView qui est que payant. Il me semble, donc du coup, malheureusement, il faudrait payer TradingView, et bien évidemment, payer TradingView veut dire tout simplement avoir quand même un certain niveau de trading journalier, etc. Donc voilà, je crois que j'ai un lien d'affiliation TradingView, donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez vraiment ici des manques d'indicateurs, si vous passez votre journée sur les écrans, etc., n'hésitez pas à passer par le lien de la chaîne éventuellement pour aller voir cela et du coup avoir le volume profile. On va regarder ici les job openings. Alors c'était une des nouvelles d'hier qui nous disait que les job openings, donc là c'est un chiffre, étaient passés donc de 11,8 millions au mois dernier, ensuite à 11,1, et là dernièrement était passé à 10,1. Donc 1 million de jobs en moins, 10%, vous le voyez, c'est écrit là, 10% de jobs en moins sur le marché qui ne sont pas ouverts. Donc ça, c'est relativement intéressant à regarder. Ce qui est intéressant à regarder aussi, et c'est pour ça que les marchés sont en train, nous avaient fait un petit rallye hier et avant-hier, etc. Parce que tout simplement, les job openings qui se situent à la semaine, je crois. Hein. Non, je dis une bêtise. Quand est-ce qu'on a ces datas-là ? C'est tous les mois, d'accord. Donc en fait, c'est que les... Ok, c'est que les autres qu'on a tous les jeudis. Donc les job openings qui se situent tous les mois, eh bien, vous allez voir que si je vous superpose la charte du S&P 500, c'est relativement parlant. On va mettre une nouvelle échelle de prix ici, et on va se mettre en logarithmique sur la charte également du S&P. Et vous voyez que là, les deux sont en logarithmique. Ce sont des charts qui mappent plus ou moins parfaitement. Vous en avez toujours une qui est en avant sur l'autre ou l'inverse, mais d'une manière générale, et sachant que là, le S&P est orange, donc la valorisation des 500 plus grosses adresses, des 500 plus grosses actions américaines, qui suit de très près les job openings. Donc là, en ce moment, on corrige sur les job openings et le marché corrige, c'est tout à fait normal. Le marché ici se reprend tout simplement parce que on essaye de pricer ici un pivot de la Fed, pivot qui est pricé par une partie du marché. Et vous voyez ici que c'est le cas notamment de Morgan Stanley qui dit qu'un dollar trop fort pourrait forcer la Fed à pivoter.
et a ici commencé à réduire. Quand est-ce qu'on va déterminer que la Fed pivote réellement? C'est pas forcément le moment où la Fed va commencer à faire du cut. Pour moi, c'est plus le moment où elle va adoucir la pente, et c'est-à-dire qu'elle passera à 0,5 points d'augmentation. Le marché, là, ici, il verra fortement une volonté de calmer un petit peu les choses. Donc, pas de 0,75 le mois prochain, veut dire pivot potentiel, pré-pivot, on va dire, de la Fed. Et ça pourrait nourrir les marchés. On aura ici des news qui vont nous donner des choses dans ce sens-là. D'abord, vendredi, par rapport au marché de l'emploi, comme je vous ai expliqué, la Fed regarde beaucoup le marché de l'emploi. Si elle fait trop mal au marché de l'emploi, elle va calmer sa hausse des taux, ce qui va rassurer les marchés. Mais pour le moment, le marché de l'emploi se porte très bien. Donc du coup, la Fed a toute la liberté, toute la latitude pour augmenter ses taux à nouveau. On aura aussi le taux d'inflation. Si l'inflation est très forte, la Fed aura plutôt tendance à augmenter ses taux également. Et en l'occurrence, le CPI, donc le taux d'inflation, nous sera donné le 13 octobre, donc d'ici 8 jours. Et on aura ici les news du mois de septembre. Ici, le marché qui pense que Powell va augmenter, donc maintenant les 2/3, on était à 50,43 il y a quelques jours, qui pense que Powell va augmenter les taux qui va augmenter les taux de 0,75, et 33% du marché qui pense qu'il va nous donner une hausse de 0,5. Donc 33% du marché croit dans un pivot actuellement, et les 2/3 pensent que Powell va continuer sa hausse des taux de façon linéaire, c'est-à-dire continuer à avoir du 0,75 d'augmentation. Le meeting de la Fed qui sera dans 28 jours dorénavant, donc on suivra ça de près jusque-là. Voilà. Concernant les taux d'intérêt, et c'est ça qui est intéressant aussi, puisqu'on a parlé maintenant du taux de chômage, la Fed en général a plutôt tendance, vous le voyez ici, alors on va faire comme ça, voilà, à augmenter ses taux dans des marchés qui sont haussiers. Concrètement, pardon, c'est celui-ci que je vais remonter, voilà, pour voir un peu mieux, voilà. Donc du coup, en général, on remonte les taux dans des marchés haussiers. Vous le voyez ici, hausse de taux, marché haussier. On peut les baisser aussi. Ici, hausse de taux, marché haussier. Ici, hausse de taux, marché haussier. Là, on les rebaisse. Ici, hausse de taux, marché haussier. Ici, 2008, crise financière, donc baisse de taux. On essaye de relancer le marché. On reste à 0,22 pendant très longtemps. Ici, le marché remonte. On augmente les taux. Et ici, en ce moment, marché, et c'est ça qui est nouveau, est en train de baisser, mais la Fed augmente quand même ses taux, d'accord, en raison de cette espèce d'hyperinflation. Vous le voyez, c'est quelque chose de pas commun, c'est-à-dire qu'en général, depuis désormais une vingtaine d'années, la Fed a plutôt tendance à augmenter ses taux quand c'est profitable, c'est-à-dire que quand le marché est en train de repartir. Là, c'est pas du tout le cas, on est sur une session inverse, donc c'est suffisamment intéressant pour en parler, pour vous l'expliquer et le montrer, c'est-à-dire de dire en ce moment on est sur quelque chose de pas habituel, pas normal, qui n'est pas logique, et qui pourtant doit se faire en raison d'une inflation, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est autour des 8,5% instantés. On va revenir vite fait sur le prix du Bitcoin plutôt en court terme. En court terme, on va enlever ici le S&P. En court terme, concrètement, on a ici ces deux très belles bougies, donc il fallait un peu d'air, il fallait corriger. Hier, on avait dit qu'il y avait de la liquidité également à prendre sur le chemin. Le Bitcoin le fait actuellement sur fond d'une autre news dont j'ai pas encore parlé, qui est pour le coup une news sur le marché de l'emploi également, et qui est le ADP Employment Report. En l'occurrence ici le ADP nous dit qu'il y a 208 000 créations d'emplois dans le privé, et on en attendait que 200 000. Donc en gros ici on a une mauvaise news, enfin une bonne news pour le marché d'emploi, mais une mauvaise news pour les marchés. Et vous voyez que ici les business ont augmenté de 208 000 jobs en septembre. Et en gros, la bonne news qui était celle d'hier est finalement tempérée par celle-ci, qui est le rapport ADP, et qui en gros fait que les marchés corrigent actuellement. Marché qui corrige, vous le voyez ici sur le Nasdaq, on ouvre directement en dessous de la clôture. On vient essayer de clôturer ce gap qu'on avait créé hier. Hier, je vous ai dit souvent les gaps sont clôturés dans les 48 heures. Bah là, on est en plein dedans. Est-ce qu'on va réussir à clôturer ce gap ou pas? Oui, on a des bonnes chances de le faire. Et sur le S&P 500, on attaque tout juste le gap qui avait été créé hier, et sur Dow Jones on est dedans aussi. Donc voilà, intéressant à voir en tout cas que effectivement ici comment dire
le marché prend très mal cette nouvelle. Tout ce qui était bon hier, finalement, est en train de se retrouver un peu mal. Et c'est ça qui fait corriger le Bitcoin par ricochet. Sur le Bitcoin, j'avais noté dans le Discord ici cette jolie structure en bull flag, mais j'avais dit le momentum en court terme et pas mal d'autres choses font dire que potentiellement ce mouvement-là n'aura pas lieu. En tout cas, il va falloir vraiment du jus si on veut y aller. Et vous voyez qu'on perd ce flag à l'instant T. Pour moi, voilà, il faudra surveiller les 19,5 qui est le prochain support qu'on a sous les pieds là, et potentiellement également le point de contrôle. Encore une fois, le volume profile qui va ici nous parler. Et en l'occurrence, vous voyez qu'on rebondit dessus pour le moment, c'est-à-dire que là, la dent qui est la plus importante nous donne un support quand même sur le prix. Donc à voir, est-ce qu'on va vraiment mécher dessous, est-ce qu'on va perdre ce point-là et venir couvrir une bonne partie de cette phase-là pendant un certain temps. C'est ce qu'on va regarder éventuellement sur l'open interest et les marchés en levier. Là, on est sur Ether, on va aller sur BTC. Donc là, on passe directement au sentiment. Alors le sentiment, c'est intéressant de voir sur BTC, on est pile poil venu reprendre ici cette mèche de liquidité que j'avais notée, donc ça on peut l'enlever et on est ensuite revenu corriger celle-ci. Globalement sur l'open interest, vous voyez que tout ce qu'on a créé depuis n'a pas du tout été nettoyé, hein. Là on a vraiment une forte augmentation de l'open interest, malgré le fait que le prix corrige quasiment de moitié par rapport au début de cette augmentation, on reste toujours au même niveau. Donc ça veut dire qu'on a encore des gens qui rentrent en plus, etc. Les contrats ici qui se ferment sont comblés par d'autres contrats qui s'ouvrent. Ça nous fait ranger là-dessus. Je pense que on a des bonnes chances ici pour moi de revenir nettoyer potentiellement jusqu'à à minima ce niveau-là. Donc on surveillera bien ici aux 6,71 milliards d'open interest. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Eh bien, bon, ça on l'avait dit hier, pas mal de longs qui sont rentrés sur tout ce mouvement-là. Ensuite on continue à rentrer du long, mais ça vous voyez qu'il a été nettoyé, j'en ai parlé tout à l'heure. Ici on rentre du short, le niveau a été nettoyé aussi. Ici on rentre pas mal de short, le niveau a été aussi nettoyé. Ici on recommence à rentrer du long, mais le niveau a été nettoyé également. Et ici on rentre du long à nouveau, on a nettoyé ce niveau aussi. Jusque là on a un petit short, donc on va rajouter ici ce niveau de short à prendre qui sera quelque part par là, et puis ensuite là on dégringole sur fond de gens qui veulent attraper ce couteau et qui longuent également, donc du coup petit à petit on les nettoie les uns les autres à la suite. Donc ça c'est pour mon analyse sur Bitcoin, donc un potentiel retour au 20 003 peut-être également dans la journée, et on aura quelque chose à prendre au 19,4, ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Hop, ETH, USDT, PERP, on va regarder ETH maintenant. Et sur ETH, on a surtout nettoyé du longueur ici, vous le voyez sur ce point-là, on avait accumulé du short, mais on l'avait très vite liquidé sur ETH. Ici, un petit peu de shorter qui rentre, mais ce niveau a été nettoyé. Ici, on fait une augmentation, donc on avait un niveau de long, il a été pris également. Ici, on est plutôt à la latéralisation avec un funding positif puis négatif, donc on va dire que en fait, on a à la fois ce niveau-là à prendre en short et le niveau inférieur à prendre en long, mais il a déjà été pris. Et puis ensuite, ici, on se construit plutôt sur du short, même si c'est plutôt du deleveraging, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à fermer du longueur que du shorter, mais néanmoins, on a quand même un petit pic ici où ça prend un petit peu de short par là. Donc voilà, un niveau de short en tout cas à prendre au 1372. Étonnant qu'on ne soit pas allé jusqu'au 1004 sur Ethereum ici. Désormais un gros niveau à travailler au 1308, vous voyez qu'on l'avait mis en double pixel, et on a un nouveau autre gros niveau à travailler au 1260. Donc si jamais par contre Ethereum, vous le voyez, est déjà revenu à ce niveau d'open interest précédent, c'est-à-dire qu'il a déjà nettoyé une bonne partie de son mouvement, vous le voyez là, hop, contrairement à Bitcoin. Donc ça c'est intéressant à regarder aussi, et on va regarder maintenant la map en 12 heures, la map des liquidités en 12 heures, et sur cette map vous allez pouvoir voir
que on est ici en train de... on a pris et nettoyé une petite partie de tout ce qui était jaune, là, vous le voyez, en descente. On est désormais sur potentiellement quelque chose qui, encore une fois, jusqu'au 19,4 pourrait offrir de la liquidité. Mais vous voyez qu'on commence à rentrer un petit peu du monde au-dessus, donc ça, c'est intéressant. Voilà, à voir ce que ça va nous donner. Et sur 7 jours... Sur 7 jours, on est plutôt ici, on aurait plutôt des choses à venir prendre jusqu'au 18,4. Donc ça appellerait plutôt, au niveau des liquidités, vers le fait de venir chercher plus bas. On va se faire les autres poches de liquidité et puis ensuite, on pourra, je pense, clôturer la vidéo. Ah non, on n'a pas fait les news. On n'a pas fait les news. Bon, on va les faire vite fait. Donc du coup, ici, plus de longueur en liquidité sur... on est bien sur Bitcoin, là, oui. Plus de longueur que de shorter, vous le voyez. Grosse position potentielle à nettoyer. On en a parlé au 19,4, 19,5. Donc ça, c'est plus ou moins la target ici baissière de ce mouvement. Et sur Ether, par contre, vous voyez qu'on est à 0. Donc on peut aussi bien ici partir vers le haut que vers le bas. Si on doit nettoyer vers le bas, j'ai parlé des 1003 et on a parlé également des 1260. Donc 1300, 1260 sur Ether, si on doit continuer à baisser, et 19,4 sur Bitcoin. On va faire les news rapido. Ici, rien à dire sur le Wall Street Journal. Sur Coindesk, un nouveau fonds de management qui est géré par Fidelity, qui est un des plus gros hedge funds notamment de tout ce qui est retraite, etc. aux États-Unis, un fonds de pension, voilà ça. Et du coup, ils vont offrir un fonds basé sur l'Ethereum, un index fund. Ils ont déposé leur dossier au niveau de la SEC le 26 septembre et il y a déjà 5 millions qui ont été levés dans ce sens. Ensuite, ici, des signes d'accumulation des whales. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous le voyez ici sur ce chart. On a ici les Tether, donc les USDT qui sont détenus par les whales qui augmentent et ici leur supply qui diminue, donc ils vendent du Bitcoin. Et là, on a le mouvement inverse. Ici, on passe dans le vert, c'est-à-dire que les USDT diminuent et les Bitcoins augmentent. Donc, on est plutôt ici sur des mouvements d'achat de la part des whales, en tout cas sur des signes très early que c'est en train de se passer. Sur le Mika, aujourd'hui, ce matin, Mika est passé devant une première commission, il a été accepté devant le Conseil européen et il a été accepté ce matin, il va probablement passer devant le Parlement le 10 de ce mois, donc dans 5 jours, et puis à partir de là, il sera mis en application, si jamais tout cela est voté, autour de 2024, je crois, hein, ça commence juste en 2024, Mika, si je me trompe pas. Oui, le début de 2024 au plus tôt. On a beaucoup parlé de Mika, donc du coup je ne vais pas refaire ici le point exact sur ce que ça représente Mika, etc. Mais globalement, ça représente une meilleure régulation pour les investisseurs, si on peut appeler ça comme ça, si tant est qu'ils aient compris quelque chose à tout ça, nos amis les députés européens. Mais voilà, les stablecoins algorithmiques qui seraient probablement ban, avoir suffisamment de liquidité pour sortir des stablecoins pour ceux qui souhaitent le faire, et puis avoir des licences type PSAN pour tous ceux qui veulent être exchange et mettre sur le marché éventuellement même des coins. Donc c'est assez contraignant. Maintenant, bon, si ça peut lever le voile un petit peu sur pas mal de choses, pourquoi pas. Du côté des États-Unis, ça bouge aussi au niveau régulation, puisque le FSOC, qui est le Financial Stability Oversight Council, qui est dirigé par la présidente du Trésor, Janet Yellen, qui elle, pour le coup, c'est sûr, il comprend rien aux crypto, qui urge pour dire que les crypto-assets, donc les assets digitaux, doivent être le plus vite possible régulés. Et tout ça émane d'un grand conseil, etc., qui dit que ça doit être fait au plus vite. Et Jérôme Powell est d'accord en disant qu'il supporte il est pour ce rapport et ses recommandations. Globalement, ce rapport-là était en train de dire que les assets pouvaient poser des risques au niveau de la finance traditionnelle aux États-Unis à cause de ces interconnexions avec le système financier et que il fallait faire attention à ça et donc du coup avoir une régulation qui soit relativement importante mais pas trop contraignante. On a parlé ici déjà du calendrier économique et sur MarketWatch, je crois qu'il n'y avait rien aujourd'hui.
de bien méchant. Voilà. Donc on a fait le tour là ici autour des news, on a fait, vous le voyez, le sentiment, on a fait un point sur Bitcoin sur du un peu plus long terme et on a parlé des gros dossiers du moment qui sont tout simplement les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc voilà, pour moi cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo et éventuellement bien sûr laisser un like ou un commentaire d'encouragement de manière à ce que les vidéos soient mieux référencées. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de demander à mes abonnés une question à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin instanté. En l'occurrence, le commentaire du jour sera... à quand date votre dernier séjour à l'hôpital et pourquoi c'était voilà, c'est vraiment une question à la con, mais j'aime bien qu'il faut en trouver une à chaque fois. En même temps, c'est pas facile tous les jours. Donc voilà, question à la con. Quand date votre dernière hospitalisation et pourquoi c'était si c'est pas indiscret, bien sûr. Hein, si c'est une bon, voilà. Enfin, je vais pas faire de blague ici là-dessus, mais vous m'aurez compris. Donc du coup, voilà. Merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve demain pour un nouveau point météo du BTC face au dollar et j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Ciao.